soir, un invité de marque. Pour les plus observateurs, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur le bord du terrain, du stade Mayol ou des quatre coins des stades de France, avec le rugby club toulonnais, parce qu'il est l'un des préparateurs physiques. Charlie Fornacientos qui nous fera sa conférence ce soir. On le remercie vraiment d'avoir accepté cette année de participer à notre cycle de conférences. Il a été très souvent assis finalement dans la salle et du coup il passe de l'autre côté, c'est vraiment gentil. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Jérôme et toute l'équipe organisatrice pour m'avoir invité et me donner l'opportunité de venir présenter une thématique sur la performance et l'entraînement. Donc comme Jérôme l'a rapidement présenté, donc je m'appelle Charlie Fornacientos, je suis préparateur physique au sein du rugby club toulonnais avec l'équipe professionnelle et l'équipe espoir. Donc j'ai deux équipes sur lesquelles je peux intervenir. Aujourd'hui, je vais faire la présentation d'une thématique assez particulière puisque c'est l'échauffement. C'est souvent négligé, mais pas souvent mis en pratique par bon nombre d'athlètes. Et c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Et vous allez voir au cours de ma présentation que c'est une pratique qui nécessite d'avoir un maximum de patience et d'accentuer le travail sur cette partie-là. C'est vraiment une partie qui va être essentielle dans l'entraînement sportif. Donc au sein du RCT, je réalise une thèse CIFRE, donc je suis en doctorat au sein du club. Donc une thèse CIFRE, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'organise entre plusieurs parties. Donc un doctorant, une entreprise, le Rugby Club Toulonnais, avec qui je travaille, donc Paul Strijon, le responsable des performances athlétiques, Gilles Lalou, Cédric Vivant, les trois préparateurs physiques du club. Un laboratoire, donc j'ai deux laboratoires de rattachement, un laboratoire à Avignon sur les aspects cardiovasculaires, laboratoire de pharmacologie cardiovasculaire avec le docteur Stéphane Notin, et l'école doctorale de Lausanne, l'université de Lausanne, avec le professeur Grégoire Millet qui est spécialisé dans l'entraînement en hypoxie, l'entraînement en général, et avec lequel je travaille sur tout ce qui est entraînement, analyse GPS, etc. Donc au sein du club, j'ai une activité de préparateur physique mais également de recherche. Donc je travaille sur tout ce qui est recherche et développement, donc à entraîner des joueurs mais avec des méthodes innovantes pour essayer de garder un terrain d'avance sur les équipes adverses et avoir une performance optimale. Et ma thématique porte sur l'entraînement, la préparation physique et la physiologie cardiovasculaire appliquée au rugby à 15. Donc ma présentation va se dérouler en plusieurs parties. Je vais resituer un petit peu le contexte de la performance en elle-même et de l'échauffement. Quelques fondements théoriques, physiologie un petit peu appliquée à l'échauffement, les principes de base à respecter. Donc ça sera pour tout le volet théorique. Et ensuite on aura un volet plus pratique sur le terrain. Comment construire un échauffement, qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain avec nos joueurs, comment on le structure pour que vous compreniez bien la façon dont on procède avec du haut niveau. Et puis enfin, j'essaierai de vous donner quelques trames pour le futur, pour votre sport à respecter, pour qu'à la sortie de la conférence, vous puissiez avoir quelques idées clés à appliquer dès demain. Donc je vais commencer avec une image de Philippides. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est le coureur qui a relié marathon et qui est décédé à l'arrivée. Donc si on reprend cette image-là, 5 siècles avant Jésus-Christ, Philippides, je ne pense pas qu'il s'est chauffé. Il est parti à fond, le plus vite possible pour rejoindre Marathon. Et il était plus dans l'optique de dire que je trépasse si je faiblis, je donne tout ce que j'ai pour relier le plus vite possible Marathon. Aujourd'hui, il serait peut-être dans une optique bien s'échauffer pour bien performer et surtout arriver en vie à Marathon. Donc on va voir au cours de la présentation les raisons pour lesquelles Philippides aurait dû s'échauffer pour arriver en vie à Marathon. La première notion à présenter, c'est celle de performance sportive. La thématique de la soirée, c'était l'échauffement, un incontournable pour la performance. Donc qu'est-ce que c'est la performance? Concrètement, je vous ai pris un article de l'équipe, c'est assez récent, ça date de quelques semaines. C'est Stan Wawrinka, le tennisman suisse, qui se fait interviewer. Et le journaliste lui pose la question, comment avez-vous compris quelle voie il fallait suivre pour arriver si haut en termes de performance? Et lui il répond de manière assez intéressante, il va faire un parallèle entre la performance et un puzzle
avec lequel on joue quand on est enfant. Et il dit les mots suivants, c'est venu petit à petit. J'en reviens toujours à ma théorie du puzzle. Il y a des grosses pièces comme ton jeu, ton physique, ton mental. Après, tu as toutes les petites pièces autour. Et le puzzle, il n'est jamais complet, sauf une fois, quand je joue le feu en finale de Roland, quand je suis tout en haut et que je dispute le plus beau match de ma vie, quand il gagne le tournoi. Mais tout le reste de l'année, tout le temps, il manque des pièces au puzzle. Tu es toujours en train d'arrondir les bords pour faire avec. Donc la performance, il a défini comme un puzzle avec plein de pièces du puzzle à avoir pour avoir la performance maximum à un moment T. Donc si on schématise la vision de Wawrinka, qui est assez intéressante, la performance, donc c'est plusieurs morceaux du puzzle, avec un morceau qui peut être assimilé à la technique, un morceau qui peut être assimilé à l'aspect mental, un autre sur lequel on intervient en majorité, ce qui est le cas pour moi, le physique, avec le développement de la force, le développement de la vitesse, le développement de l'endurance, le développement de la souplesse, de la mobilité. Donc ces quatre-là, c'est 4 petites pièces du puzzle qui arrivent à construire la totalité du puzzle. Et vient se rajouter le social et l'aspect tactique. Donc grosso modo, schématiquement, c'est les 5 grosses pièces du puzzle que chacun doit essayer de développer au maximum en complétant si possible au mieux le puzzle. Donc quelle est la place de l'échauffement dans ce puzzle? L'échauffement, ça va être comme une pyramide. L'échauffement, ça va être la base, ce sur quoi on va construire tout le reste. Les 5 parties que je vous ai présentées précédemment, la technique, le mental, le physique, le social, la tactique, elles vont se solidifier sur cet échauffement. L'échauffement, il va construire chacun des piliers que l'on a présentés avant pour optimiser la performance sportive. Rien n'est performance sans l'échauffement. C'est le premier édifice, la première pierre. Donc si on doit définir le premier fondement, l'échauffement, c'est la phase numéro 1 qui va avoir une partie psychologique de concentration, ensuite une partie technique, un travail d'habilité, une partie de prévention pour prévenir tout risque de blessure, pour amener à la fin à un aspect de performance. Donc on a un chemin en escalier, step by step, comme disent les Anglais, où on va valider chacune des étapes pour essayer d'optimiser la performance. Donc l'échauffement peut se résumer à ces 4 parties. Donc on va les détailler de manière plus précise. L'échauffement, comme son nom l'indique, ça contient chauffer. Le but de l'échauffement, c'est d'avoir une évolution thermique de l'organisme. Donc avoir un individu avec une température surtout musculaire qui augmente. Le premier point, donc, c'est cette température musculaire. Il va falloir faire chauffer les muscles pour augmenter cette température et les rendre plus efficients. Comment les rendre plus efficients? Les muscles, quand ils vont se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher, il va y avoir un flux sanguin à l'intérieur. Ce flux sanguin, il va créer une augmentation de la température à l'intérieur du muscle. Cette température, elle va augmenter de 2-3 degrés au fur et à mesure de l'échauffement. Elle va impacter directement sur une augmentation, au bout de quelques minutes, une dizaine de minutes, de la température centrale. Et ce point précis, ce point-là, température musculaire, le point numéro 1, le plus important, va entraîner tout un tas de réactions physiologiques que l'on va présenter dans les parties suivantes pour améliorer la performance et mettre l'athlète dans les meilleures conditions possibles. La température centrale en elle-même, elle va accélérer quelques réactions chimiques, mais ce n'est pas du tout la plus importante. C'est la température musculaire qui va conditionner le reste. Donc retenez bien, ayez bien à l'esprit pendant toute la présentation cette température musculaire pour l'optimisation de la performance. Donc comment on va fluctuer cette température? Le schéma représente l'évolution de différentes températures au cours d'un effort. C'est l'étude réalisée par Bishop en 2003, il y a une dizaine d'années. Donc vous avez en gras la température rectale, la température centrale. En pointillé gras, la température musculaire à 4 cm de profondeur. La température musculaire en pointillé à 2 cm de profondeur. Et enfin, la température de la peau. Qu'est-ce qu'on observe? 2 phases de récupération sans activité physique. En bleu, une phase d'exercice en blanc. Si on s'intéresse uniquement à la courbe pointillé gras, qu'est-ce qu'on observe? On observe au bout de 3 à 5 minutes, après le début de l'exercice, une augmentation de la température musculaire qui va augmenter jusqu'à plus 3 degrés au bout de 10 minutes si on prend la perpendiculaire.
Cette température, quand elle va dépasser, vous voyez l'axe, donc la courbe de la température rectale, la température centrale, cela va influencer l'augmentation de la température centrale. Donc en résumé, combien il faut de temps pour augmenter la température musculaire lorsqu'on s'échauffe? 3 à 5 minutes, plus 3 degrés en 10 minutes à peu près. Et dès que la température musculaire dépasse la température rectale, la température centrale, pardon, ça l'augmente. Comment ça se passe quand on prend un match de foot ou de rugby? Là, dans le cas présent, c'est un match de foot. Comment la température musculaire évolue? Donc, vous avez première mi-temps, deuxième mi-temps, mi-temps, avant-match. Avant-match, température musculaire qui est prélevée au quadriceps, 36 degrés. Donc, début du match, 39, 39,6, 39,5, 39,4. Coup de sifflet, fin de la première période. Mi-temps, chute assez importante de la température musculaire. Donc 15 minutes pour la mi-temps. Deuxième mi-temps, rebelote, accroissement plus lent de la température musculaire. On observe qu'elle plafonne un peu moins haut qu'en première mi-temps et elle rechute de suite après le match. Quelles conséquences cela peut avoir sur la performance? Tant que la température musculaire est au plus haut, on a une optimisation au niveau physiologique de toutes les réactions qui vont se passer dans l'organisme pour une performance optimale. Quand on a une chute de la performance, on a une baisse, une diminution dans toutes les réactions du corps qui va se produire, d'où une diminution de performance possible. Donc comment on explique ce processus? Il est assez intéressant à expliquer. Donc diminution de la température musculaire, diminution de performance, puisqu'une étude de Moore en 2004 a étudié donc, la répétition de sprint de 30 mètres au cours d'un match, donc c'est la même étude que précédemment. Les sujets devaient faire des sprints avant le match, à la fin de la première mi-temps, au début de la deuxième mi-temps et à la fin du match. Donc en plus de faire le match, ils faisaient des sprints avec deux groupes, un groupe contrôle, c'est-à-dire qui ne faisait pas d'échauffement à la mi-temps ni à l'avant-match, et un groupe qui se rééchauffait. C'est-à-dire, la mi-temps sifflée, on se rééchauffe, on fait un re-warm-up, comme on dit dans le jargon, pour avoir la température musculaire la plus haute possible. Qu'est-ce qu'on observe? Lorsqu'on fait un rééchauffement à la mi-temps, donc quand on essaie de lutter contre la diminution de température musculaire, qui diminue, on observe une diminution du temps sur 30 mètres. Donc au plus le temps est bas sur 30 mètres, au plus la performance est bonne. Donc à chaque instant du match, on observe une diminution du temps, donc une amélioration de la performance quand les joueurs ont réalisé un réchauffement. Donc l'idée, c'est de faire, une fois la mi-temps sifflée, on récupère 3-4 minutes et toutes les 3-4 minutes, on essaie de se réchauffer, d'avoir une ambiance chaude dans les vestiaires pour maintenir la température musculaire la plus élevée possible pour optimiser cette température musculaire et avoir la performance maximum en début de deuxième mi-temps. Parce que vous avez vu que sur la courbe précédente, début de deuxième mi-temps, on plafonne un peu pendant 10 minutes à une température qui est assez basse. Donc l'idée, c'est d'avoir la température qui reste assez haute, début de deuxième mi-temps, pour être performant dès le début de la reprise. Donc première application pratique de cette étude au niveau physiologique. Quels vont être les points essentiels en termes physiologiques? Quel impact a cet échauffement sur les différents organes et sur les différents muscles? Tout d'abord, premier point musculaire, ensuite on verra l'impact au niveau cardiovasculaire, l'impact au niveau articulaire, l'impact au niveau proprioceptif et l'impact au niveau mental. Premier point, musculaire, comme je vous l'ai dit, quand on commence à s'échauffer au niveau musculaire, donc on a des contractions, le muscle se raccourcit, s'allonge, se raccourcit, et il fonctionne comme une pompe. Il pompe le sang. Le fait de pomper le sang, ça va activer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la circulation à l'intérieur du muscle. Qui dit augmentation de la circulation, dit augmentation du volume sanguin, dit augmentation de la température musculaire. Cette augmentation de la température musculaire, elle va impacter deux choses directement. L'augmentation du métabolisme des cellules, donc c'est-à-dire les réactions chimiques se passent beaucoup plus vite dans la cellule, et une augmentation de la flexibilité, c'est-à-dire que le muscle va s'allonger, se raccourcir beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus ample. Quels autres points on constate? Une amélioration de la diffusion du message nerveux, un débit sanguin qui va augmenter,
puisqu'il va y avoir beaucoup plus de sang dans les masses musculaires qui vont être sollicitées par le muscle. Une vitesse de contraction à l'intérieur du muscle beaucoup plus rapide. Les filaments vont beaucoup plus se croiser et induire une vitesse de contraction du muscle plus importante. Deuxième point, cardiovasculaire. On va découper l'analyse en 3 parties. Le cœur, l'aspect central, les poumons et à la périphérie, les vaisseaux sanguins, artères, veines. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du cœur, augmentation de la périphérie des muscles qui pompent et qui renvoient le sang vers le cœur, augmentation du débit cardiaque. Donc c'est le volume de sang que va éjecter le cœur par minute. Ce volume de sang, il va augmenter considérablement dès les premières minutes d'échauffement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons? Augmentation du débit ventilatoire. Débit ventilatoire, combien de volume d'air va brasser les poumons, va éjecter les poumons par minute. Troisième point assez important également, on a le volume de sang qui va se concentrer sur les muscles en activité. Et ces muscles en activité, ça va être au détriment, ce sang au niveau des muscles en activité, ça va être au détriment des autres régions comme les viscères ou la peau. Donc on va avoir une vasodilatation au niveau donc une augmentation du diamètre des vaisseaux en direction des muscles et une constriction, donc une réduction du diamètre des vaisseaux sur les organes ou les parties du corps les moins sollicitées. Donc diminution des résistances vasculaires périphériques, ça veut dire que le diamètre augmente, d'où une diminution des résistances au passage du sang dans les vaisseaux. Troisième point, articulaire. Qu'est-ce qui se passe quand on s'échauffe au niveau des articulations? Donc au niveau des articulations qui ont le plus grand degré de liberté, c'est-à-dire qui font le plus de mouvements, donc des mouvements de rotation, de circonduction, flexion, extension, qu'est-ce qu'on va avoir? Le fait de bouger, au niveau de ces articulations, on va avoir une sécrétion de liquide synovial. Ce liquide synovial, c'est comme un peu sur une chaîne, c'est de la graisse un petit peu. C'est de la graisse qui va augmenter les degrés de liberté et les amplitudes que vont pouvoir réaliser les articulations. Donc amélioration de la lubrification par une production plus importante de liquide synovial à l'intérieur de la cavité articulaire, d'où une augmentation de mobilité dans les articulations. Articulation, mais également proprioception. Quand on va s'échauffer, on va travailler tous ces récepteurs au niveau musculaire. Ces récepteurs qui sont associés à la commande nerveuse et qui vont être beaucoup plus précis dès les premiers pas, dès les premiers exercices d'échauffement. On va avoir une augmentation de la sensibilité sensorielle, on va mieux ressentir tout ce que l'on va faire par rapport aux différents sens, la vue, le toucher, pas l'odorat mais l'audition un petit peu. La coordination, l'équilibre vont être augmentés, on va être beaucoup plus stable et beaucoup plus fort sur ses appuis. Et la mémoire motrice va être rappelée rapidement, c'est-à-dire que quand on fait un mouvement de stabilité, le corps vite va se rappeler de ce qu'il a pu faire par le passé, d'où une accélération de cette mémoire dès les premiers exercices d'échauffement. Un dernier point assez important au niveau d'échauffement, c'est l'aspect mental. Qu'est-ce que l'échauffement va avoir au niveau mental? Qu'est-ce qui va impacter au niveau du cerveau? Le fait de s'échauffer, ça va nous permettre d'être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus concentrés dans ce que l'on va faire par la suite. Ça va améliorer également la confiance en soi. On va être beaucoup plus serein, beaucoup plus focalisé sur ce qu'on va faire, beaucoup plus précis, et ça va diminuer un petit peu toutes les perturbations extérieures que l'on peut avoir. Donc aspect très important pour optimiser sa performance future. Donc pour appliquer toutes ces choses-là, on va suivre une sorte de cadran, de cercle, qui sont les 5 idées clés pour essayer de construire un bon échauffement précis et efficace. Le premier principe, c'est le principe de progressivité. C'est-à-dire qu'il va falloir partir d'une intensité assez faible et d'augmenter l'intensité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, step by step, petit à petit, pour arriver à une fin d'échauffement, à une intensité qui soit similaire à ce que l'on va rencontrer en compétition. C'est l'aspect clé. On ne doit pas partir faire un échauffement, intensité similaire à ce qu'on va faire en compétition pendant 10 minutes.
parce qu'on risquerait de dégrader trop d'énergie et d'être contre-productif par rapport à l'activité qui va suivre. L'idée, c'est d'aller progressivement pour optimiser et avoir le plus de gains possible. La complémentarité, solliciter les muscles qui vont être en relation avec l'activité que l'on va faire pour que l'organisme soit dans les meilleures dispositions pour réaliser les premiers mouvements de la compétition ou de l'exercice à suivre. La spécificité, on va devoir être spécifique dans l'échauffement par rapport à ce qui va suivre. C'est-à-dire si je fais du tennis, je vais essayer vers la fin de mon échauffement de proposer des choses qui soient avec raquette, avec des déplacements similaires, avec des actions de jeu similaires. Je vais être spécifique à mon activité. Il y a une première partie qui va être commune et puis à la fin de l'échauffement, je vais essayer d'être beaucoup plus spécifique par rapport à ce que je recherche. L'intensité, comme je l'ai dit en début avec la progressivité, elle doit être limitée, mise à part à la fin de l'échauffement pour éviter une déperdition d'énergie trop importante. Enfin, la durée de l'échauffement, c'est un point essentiel. Comment quantifier sa durée par rapport à une séance? Grosso modo, si on doit résumer les choses, ça dépend de beaucoup de facteurs. Un échauffement, ça doit durer environ 15% de sa séance totale. 10-15%. Ça varie avec plein d'autres facteurs que je vais présenter par la suite, mais il faut partir sur une durée de 15% de la durée totale. Quel laps de temps entre la fin d'échauffement et le début de l'activité? Il faut laisser entre 5 et 10 minutes maximum entre la fin de l'échauffement et le début de l'activité. Au-delà, on commence à perdre des bénéfices. Si on le fait trop proche, on risque d'être un peu fatigué. Donc 5 minutes, c'est le compromis idéal. C'est ce qu'on utilise par exemple quand on joue à Mayol et qu'on rentre dans les vestiaires avant de jouer le match. C'est 5 minutes avant le coup d'envoi. Et c'est ce qui paraît être, d'après les études scientifiques, le plus adapté pour avoir le plus de gains ensuite et d'effets sur la performance. 45 minutes après l'échauffement. Si on ne fait rien du tout, on perd tous les bénéfices de ce que l'on a fait pendant l'échauffement. 45 minutes, ça veut dire si vous échauffez pendant 10 minutes, le départ est décalé de 1 heure. Si vous faites une course de 10 km, il faut vous rééchauffer, donc pas autant que ce que vous avez fait par avant, mais un petit peu pour rééchauffer et relancer la machine. Donc ces principes, je vais vous les présenter avec un cas pratique que l'on fait en rugby à 15 et comment on organise son échauffement et comment vous pouvez vous le structurer pour que vous soyez acteur de votre propre échauffement. Toutes ces étapes, donc c'est des verbes d'action: concentrer, mobiliser, vasculariser, explorer, spécifier, potentialiser. C'est 6 verbes d'action que vous devez retenir pour séquencer votre échauffement. Comme je vous l'ai dit, ça va être progressif et de plus en plus intense. La première partie, que l'on fait souvent en match, notamment avec les jeunes, ça va être de focaliser son attention. Focaliser son attention, pourquoi? Vous avez à chaque fois donc, la thématique de chaque partie et en vert, c'est l'objectif de la partie. C'est être en pleine conscience. En pleine conscience, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, qui est beaucoup plus popularisé depuis quelques années aux États-Unis. C'est être acteur de sa vie et de son moment présent. Okay, je vais être acteur de mon échauffement pour que je rentre à 100% dans ce que je vais faire juste après. Ça s'appelle le mindfulness en anglais. C'est un principe qui est très intéressant à développer. Ça vient du bouddhisme. Mais c'est quelque chose qui est très très intéressant à utiliser avec des sportifs ou avec soi-même pour la performance. Comment ça marche? On se focalise sur le présent. Pour se focaliser sur le présent, il y a différentes possibilités. Il faut se persuader, il faut s'imaginer, il faut se convaincre qu'on est ici et maintenant. Je suis ici et maintenant en train de vous faire une présentation au GDOS. Je me mets dans le présent, je ne pense pas à ce qui s'est passé avant, je ne pense pas à ce qui va se passer après. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va travailler sur 4 facteurs clés qui sont les sens. Donc la respiration, le toucher, l'audition, la vue. La respiration, c'est très important parce que le fait de respirer, on va travailler sur sa respiration, son inspiration, son expiration, pour se focaliser sur soi-même. Si on sent son esprit divaguer vers le futur, vers le passé, on se focalise, donc on ferme les yeux. Ce qu'on fait, on ferme les yeux, on prend 4 respirations, on essaie de dessiner un carré
en faisant donc l'inspiration en 4 temps, l'expiration en 4 temps, l'inspiration en 4 temps, l'expiration en 4 temps, sur 4-5 répétitions, pour que les joueurs relâchent un petit peu toutes les tensions qu'ils ont avec la venue du match, et pour les recentrer dans l'action présente. Ça c'est très très important, c'est la première base du mindfulness, la pleine conscience, la respiration. Ensuite, la deuxième étape, ça va être tout ce qui est touché. Donc on regarde les yeux fermés pour enlever le stimulus visuel et pour se centrer uniquement sur tout ce qu'on va toucher. Donc toucher, généralement en position debout, donc on va se concentrer uniquement sur les appuis par exemple, la solidité qu'on a au sol, l'énergie qui traverse le sol et qui nous relie au corps, aux pieds, aux appuis. C'est très important pour bien ressentir les appuis qu'on va avoir pendant le match, la force qui va nous être transmise par le sol. L'audition, on oublie la respiration, on oublie le toucher, on focalise uniquement sur ce que l'on entend. Donc les bruits de l'ordinateur actuellement, mais ça peut être les bruits d'un ballon, les bruits des cris des enfants à côté. Pendant 20 secondes, on fait ça. 20 secondes, on change de sens. 20 secondes, on change de sens. On force son cerveau à passer d'un aspect à l'autre. Okay ? Et on finit par la vue. Donc un aspect assez intéressant qui va consister à fixer par exemple un point, un ballon, ou fixer très, très simplement un exercice que l'on peut faire assez facilement avec un doigt, des mouvements pour faire suivre, où l'on va suivre son doigt pour travailler tous les muscles de la vision. Déjà premièrement, et également se préparer à suivre un objet visuellement dans n'importe quelle direction. Donc concentration, la première pierre de la construction d'un échauffement. Deuxième pierre, ça va être la mobilisation. On va mobiliser son organisme. Mobiliser comment? En faisant les mouvements préparatoires. Ces mouvements préparatoires, comme le dit Mark Verstegen, ils ont changé la face du sport. Pourquoi? Ils diminuent le risque de blessure et ils améliorent la performance des athlètes de manière globale. C'est quelque chose qui est beaucoup plus popularisé en sport collectif, surtout en rugby à 15, je ne sais pas trop dans les autres sports, mais ça va diminuer donc, ces automassages, la première pierre des mouvements préparatoires, ça va diminuer les adhérences fibreuses des tissus musculaires, c'est l'enveloppe du muscle, et augmenter la mobilité articulaire. Comment on va s'y prendre? Avec des rouleaux, que vous connaissez peut-être, des rouleaux de massage sur lesquels on va rouler, on va faire des va-et-vient sur son muscle, sur toute l'amplitude musculaire, pour bien relâcher le muscle, faire circuler le sang, aider le muscle à pomper. Des bâtons de massage, un peu comme des bâtons pour aplatir les tartes. C'est la même chose, sauf qu'on va l'appliquer sur toutes ces masses musculaires. On fait de la pâtisserie avec son corps. Des balles de tennis, sur lesquelles on va pouvoir cibler des petits points, des petites adhérences au niveau des endroits assez précis. Des balles associées à de la vibration, donc c'est des balles assez rigides qui ont un système vibrant à plusieurs niveaux et qui vont essayer d'aller stimuler et d'aller dénouer les adhérences en profondeur. Et enfin des rouleaux de la même manière que le premier rouleau, mais avec un système vibrant pour relâcher encore plus les tissus musculaires des joueurs. Donc comment ça va se passer? Un exemple de routine que vous pouvez appliquer avant de faire votre compétition, c'est des mouvements de va-et-vient, donc sur le bas du corps dans cette vidéo-là, sur les mollets, en orientant un peu différemment la pointe du pied pour cibler différents groupes musculaires, sur les muscles derrière la cuisse, les ischio-jambiers, sur les muscles fessiers, donc vous voyez c'est assez rapide, on peut le faire 5 à 10 fois de manière assez rapide sans trop appuyer sur le muscle pour essayer de faire circuler le sang et de bien relâcher le muscle au possible. Donc possibilité d'étirer le muscle en complément du massage. Donc après avoir fait la chaîne postérieure, la partie arrière du corps, on peut faire la partie antérieure, les muscles de la jambe. Donc c'est un petit peu de gainage. Pareil sur les quadriceps. Donc ça c'est assez rapide. On peut le faire également dans un travail de souplesse, mais en appuyant beaucoup plus fortement sur les masses musculaires et en allant beaucoup plus lentement pour
essayer de relâcher au maximum les fascias des muscles. Donc la partie latérale qui est beaucoup plus sensible au massage. Il y a beaucoup de tissus conjonctifs à ce niveau-là et c'est assez douloureux de le faire, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Bas du corps, qu'est-ce qu'on peut faire sur le haut du corps? Si vous êtes peut-être plus tennisman ou des activités qui sollicitent plus le haut du corps, donc massage des pectoraux, on enchaîne sur le massage du biceps, donc assez rapide, 5 allers-retours, mains ouvertes. On passe ensuite sur les intercostaux, pareil, quelques va-et-vient. Donc ça c'est une routine que tous les joueurs ont avant de commencer une séance de musculation, avant un match, dans les vestiaires. Ils prennent 5-10 minutes, chacun son rouleau, sa musique, ils rentrent dans leur bulle, comme ils disent, de cette manière-là. C'est quelque chose qui a un pouvoir assez relâchant. Et donc c'est assez intéressant de le faire. Vous pouvez le faire facilement, ça coûte 20 € à Decathlon, un rouleau comme ça. Et vous pouvez faire ça très facilement à la maison pour préparer votre séance de course, votre jogging, votre séance de tennis. C'est très très intéressant. Donc le haut du dos, on peut vraiment masser toutes les parties en utilisant à la fois le rouleau, une balle de tennis ou voilà, la nuque, très agréable aussi pour lâcher les tensions de la journée en position assise. Donc voilà pour la mobilisation. Première partie. Deuxième partie, on va avoir un déverrouillage articulaire. Donc on va essayer de relâcher toutes les parties et d'augmenter l'amplitude de toutes les parties mobiles, étirer les tissus conjonctifs et préparer les articulations à venir. Donc comme le dit Benjamin Delmoral, c'est le préparateur physique de Lyon, l'équipe qu'on va affronter d'ailleurs ce week-end. Il dit que le déverrouillage articulaire et les mobilisations segmentaires pour un athlète peuvent être comparés au réglage mécanique d'une bicyclette. Donc ça c'est les réglages mécaniques, on est un peu des mécanos. Voilà comment on va procéder. On va réaliser des mouvements de flexion, d'extension, de circonduction, de rotation, d'enroulement sur soi et de torsion. Comment ça va se réaliser ça? Voilà un petit exemple de routine que l'on peut faire après avoir fait ces massages. Donc on étire la chaîne postérieure, ensuite quelques mouvements de l'essuie-glace au niveau des hanches. Idem sur la partie du genou, on essaie de donner un peu plus de mobilité au niveau des ischio-jambiers. Donc avec différents types de mouvements, un mouvement plus centré sur l'extension de la jambe et un mouvement plus biarticulaire où on va avoir la hanche et le genou qui vont entrer en jeu. Donc voilà, c'est des routines qui sont assez simples et qui s'enchaînent assez facilement. Donc après avoir fait le dos, on peut enchaîner sur les adducteurs en écartant un peu plus les genoux. Faire un petit peu un déverrouillage articulaire au niveau des épaules. Donc l'idée c'est de mêler à la fois le bas du corps, le haut du corps sur une même routine pour être le plus efficient. Un travail sur les fléchisseurs de hanche. Donc le complexe de la hanche et du bassin, c'est quand même un complexe qui est assez délicat à gérer. Il faut bien préparer tous les muscles périarticulaires pour que le joueur soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir se déplacer correctement sur le terrain. Et puis on finit par quelques mouvements de rotation sur le haut du corps. Idem sur le haut du corps mais avec élastique. Si vous avez un élastique et vous allez avoir une activité sur le haut du corps, qu'est-ce qu'on peut faire? Des mouvements par-dessus la tête, devant, derrière, au niveau de l'épaule. Des mouvements de croisement, devant, derrière. Donc une fois qu'on a fait ça, on a bien déverrouillé toutes les articulations, on s'est bien massé au niveau des masses musculaires, on va vasculariser. Donc vasculariser, augmenter le volume de sang à l'intérieur du muscle. Comment on va faire?
en réalisant des mouvements concentriques, c'est-à-dire en rapprochant les extrémités du muscle, pour le faire pomper et pour augmenter sa température musculaire que l'on a vu au début de la présentation. Deux manières, électrostimulation, donc pour aller à basse fréquence, pour augmenter cette vascularisation, ou un échauffement dit russe, qui va consister à s'échauffer soi-même, entre guillemets, chaque partie, chaque muscle de son corps. Comment ça va se passer? Sur le terrain, avec peu de matériel, ça peut être des petits squats à faible amplitude, des squats à plus grosse amplitude, des fentes avant sur place, donc là la région ciblée est au niveau de la jambe droite, au niveau des quadriceps. On fait pomper les quadriceps, ensuite on fait pomper les fessiers, donc c'est les muscles qui vont être beaucoup sollicités durant la course et qu'il faut préparer de la meilleure des façons. Pareil sur les ischios, un appui talon pour être beaucoup plus sur la partie ischio-jambier. Et faire une dizaine de répétitions à faible intensité sur chaque mouvement. Donc vasculariser pour ensuite explorer toutes les amplitudes possibles que nous offrent nos articulations dans des mouvements qui vont se rapprocher de l'activité à venir. Donc étirement, deux types d'étirements que l'on va pouvoir réaliser. Étirement dynamique, donc ça c'est quelques mouvements d'étirement que l'on peut réaliser avec les pros, au niveau des adducteurs, au niveau des fléchisseurs de hanches, donc c'est assez rapide. Au niveau des mollets, donc alterner une phase d'étirement rapide. Des mouvements de balancier, on va se servir de la pesanteur et de l'inhibition réciproque. Donc quand on contracte une partie, la partie opposée se relâche. Sur les adducteurs, abducteurs, et ensuite plus sur le haut du corps. Des étirements activo-dynamiques. Activo-dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une partie étirée, et cette partie étirée, on va la mixer avec une contraction. Okay, donc on va contracter, on va étirer par exemple son ischio-jambier, et en même temps que j'étire, je vais pousser mon talon dans le sol pour le contracter. Donc mon ischio-jambier est étiré, je pousse, il se contracte. Quel est le principe de faire ça? Le principe de faire ça, c'est d'étirer la composante myotendineuse. Votre muscle, donc vous avez le corps du muscle, vous avez le tendon, la tache osseuse. L'objectif, c'est de jouer sur la jonction entre le tendon et le corps du muscle, qui s'appelle la jonction myotendineuse. En faisant ce type, donc étirer, contracter, on va jouer sur l'allongement léger de la jonction myotendineuse pour augmenter la mobilité et préparer le muscle aux contraintes de l'activité à venir. Une fois que l'on a fait ça, on va mobiliser le muscle étiré et contracté pendant 6 secondes très activement. Qu'est-ce que ça donne? Je mobilise mes abducteurs, donc la partie latérale, les fessiers. Je pousse, hop, petit pas chassé, petite course arrière. 6 secondes, je mobilise mes adducteurs. Je pousse à l'intérieur de mes cuisses. Petit pas chassé, déplacement latéral à droite, déplacement latéral à gauche. Maintenant, la partie quadriceps, donc je pousse dans le sol avec ma jambe gauche et j'essaie de grandir pour étirer au maximum. Même chose à droite, 6 secondes. Donc là, c'est fait un petit peu en accéléré. Dès que j'ai fait ça, je contracte rapidement ma masse musculaire précédemment étirée. Dernière partie, ischio-jambier. Je me fléchis sur mon ischio et je pousse avec mon pied dans le sol pour contracter et étirer à la fois l'ischio-jambier. Donc dès que j'étire, je contracte et je mobilise très activement mes ischio-jambiers. Donc étirement très intéressant à réaliser, surtout quand on va avoir des déplacements très rapides qui vont se préparer par la suite. Spécifié. Donc je vais vous présenter 3 types de fin d'échauffement spécifiques en rugby à 15 avant une séance de musculation ou avant une séance de course. Avant une séance de rugby à 15, qu'est-ce qu'on retrouve? Des plaquages, des mêlées, des molles, des touches, des rucks, du jeu au pied et des courses. Toutes ces activités-là, il va falloir les utiliser et les reproduire en miniature et à vitesse accélérée dans l'échauffement. Le but, activer les muscles de manière spécifique,
et jouer sur différents déplacements. Donc si on fait une présentation mixte rugby course, qu'est-ce qu'on présente? Donc là vous avez 2 colonnes, un entraîneur qui fournit un ballon, un entraîneur qui réceptionne. Donc c'est la partie spécifique, on a une course, déplacement vers l'avant, avec petite passe, tranquille, on assure, on essaie d'être précis, pas beaucoup d'intensité pour l'instant. Donc chaque joueur passe plusieurs fois et ensuite, une fois passé la ligne d'essai, vous avez une partie plus spécifique à de la course, avec un travail d'appui, de gamme athlétique. Donc les passes vont s'élargir de plus en plus, on va augmenter un petit peu la vitesse d'exécution. On va essayer d'être encore plus précis dans les passes que l'on va réaliser. Donc passe plus large. Passe plus large et là c'est la deuxième phase de cet échauffement. Donc après la ligne d'essai, qu'est-ce qu'on fait? Des petites activités spécifiques à la course. Donc des talons-fesses, des montées de genoux, des jambes tendues pour préparer les joueurs à ce qu'ils vont réaliser, aux actions de course qu'ils vont réaliser au cours de l'entraînement rugby. Donc un retour qui se fait sous différentes formes de course, ça peut être avant, latéral, course arrière, pour essayer de reproduire tout ce que l'on va faire dans l'entraînement à venir. Un spécifique rugby avec ballon et avec passes variées, donc un carré, 4 colonnes, des passes aux joueurs qui viennent de la colonne d'en face, des courses croisées à droite, à gauche, avec une intensité qui devrait être un peu plus rapide que ce qui est présenté là. Spécifique pour de la course, qu'est-ce qu'on peut faire quand on va faire un footing ou un sprint par exemple? Donc on va préparer le pattern de course, c'est-à-dire les mouvements qu'on va réaliser lorsqu'on va courir et qu'on va réaliser un mouvement de foulée. Donc ça peut être un déroulé talon-pointe, des talons cuisses, des jambes tendues, traction avant, des mouvements de montée de genoux, des mouvements de déplacement latéral et de la course placée en synchronisant haut et bas du corps. Donc tout ça va jouer sur la course qui va suivre. Donc on est beaucoup plus spécifique à ce qui va arriver par la suite. Si on présente un échauffement type musculation, donc dans la partie spécifique, prévention, on va être plus sur des mouvements de prévention musculaire pour préparer les muscles qui vont être travaillés, donc en l'occurrence le dos, pour la séance qui va suivre. Donc des exercices de fixation d'omoplate avec élastique, donc c'est assez facile à utiliser, ça va assez vite, on place facilement 3-4 exercices, quand on les enchaîne ça dure 10 minutes, c'est parfait. Donc des rotations externes sur la coiffe des rotateurs, et ensuite la même chose, coude à 90 degrés, pareil, une belle fixation derrière, et une rotation externe sur chaque épaule. Un travail de gainage pour préparer par exemple à la mêlée. Donc là, on se met en position de gainage planche et on ajoute 100 kg. Donc 25 plus 75 kg. Gainage. Donc le joueur ne doit pas bouger et doit en plus subir la pression manuelle. Donc chaîne sur la partie postérieure et vous allez voir sur la partie latérale. Donc pousser à droite, pousser à gauche pour essayer de reproduire toutes les pressions qu'il peut subir en phase de mêlée. Comment ? 40 secondes. Donc on répète ça 3 fois et après ils enquillent sur les mêlées. Donc ça peut être un échauffement type de la mêlée. Une fois qu'on a réalisé ces 5 étapes, donc on finit la montée en puissance de l'échauffement, on va essayer de potentialiser son échauffement. Comment on va le potentialiser ? On va essayer d'augmenter l'efficacité musculaire, d'augmenter l'excitabilité des motoneurones, donc être beaucoup plus nerveux entre guillemets pour le début de la compétition. Donc on va avoir des sollicitations intensives qui vont durer un temps assez court.
Donc 4 parties que l'on peut réaliser. Course avant, course arrière et réaccélération sur une distance un peu plus longue. Accélération progressive. Donc on imagine partir à 50%, 60%, 70%, 80%, 90% jusqu'aux 22 mètres. Un départ skipping, en alerte, je pars, course chaloupée entre la ligne de sortie et les 5 mètres. Dernier, bondissement, un peu plus sollicitant sur le plan musculaire et accélération derrière. Donc tous ces exercices-là, ça va être très court et ça va permettre de potentialiser le corps à être performant d'entrer sur les activités intenses de la compétition ou de l'entraînement. Donc au bilan de cette présentation, qu'est-ce qui est à proscrire? Les étirements passifs longs, donc s'étirer 30 secondes, 40 secondes, 1 minute passivement avant un exercice, pardon, ça sert strictement à rien. On diminue la perfusion musculaire et on diminue l'excitabilité au niveau du muscle, donc contre-productif. Les footings lents et longs, pareil, peu de vascularisation, peu d'augmentation de température musculaire, donc contre-productif. Intensité importante, on met d'entrée le curseur, on commence, première minute, bam, 90% de ce qu'on va faire en compétition pendant 10 minutes. On est carbo dès le début de la compète, nul. Quatrième, durée importante. On s'échauffe pendant une demi-heure, la compétition dure 15 minutes. Pas intéressant. À part peut-être pour la vitesse, où il faut prendre un peu plus de temps pour se préparer. Je rajoute un point, quand on commence à avoir un certain âge, au plus on prend de l'âge, au plus il faut être patient avec son corps, au plus on est en mode diesel. Donc il faut être un peu plus long dans les phases de l'échauffement que j'ai présentées. On prend beaucoup plus le temps de se masser, beaucoup plus le temps de se mobiliser articulairement, beaucoup plus le temps de faire ces parties spécifiques avant de commencer. Et l'application de froid, donc mettre du froid ou être dans une ambiance froide, c'est à proscrire. Et donc en fonction de ça, si on est en hiver par exemple, pareil, il faut légèrement allonger la durée d'échauffement. Si on est en hiver et qu'on ne fait pas d'échauffement, risque plus important bien sûr de se blesser musculairement. Les recommandations, qu'est-ce que vous devez retenir concrètement en 5 points de la présentation de ce soir? 1. Faire circuler le sang dans les muscles. Donc activez vos pompes, faire circuler le sang, faites des mouvements pour faire circuler, augmenter la température musculaire. 2. Varier les sollicitations, c'est-à-dire je masse, je mobilise, je fais circuler le sang, j'étire, j'accélère. Grosso modo, vulgairement, c'est ça. Troisièmement, avoir une progressivité dans l'intensité. Je pars ici et je monte au fanfaron en termes d'intensité. Step by step. Quatrième, être spécifique. On va être de plus en plus spécifique au fur et à mesure de son échauffement par rapport à ce qui va suivre. Okay, si je fais de la course, ben je vais mettre un travail de gamme, je ne vais pas faire du ping-pong. Si je fais du ping-pong, pareil, je vais essayer d'avoir une raquette et de faire des mouvements qui se rapprochent de mon activité. Prenez un peu de recul par rapport aux mouvements que vous réalisez dans votre activité, réfléchissez, qu'est-ce que je fais par exemple en tennis? Bam, je fais des déplacements latéraux, ok, ben je fais quelques déplacements latéraux, bam, je renvoie une balle. Des déplacements vers l'avant, je fais des petites flexions, pareil, j'essaie de prendre du recul et d'appliquer ce que je vais faire juste après. 5e point, s'adapter. S'adapter, c'est le maître mot dans tout ce que l'on va faire. S'adapter à tout, à la personne à qui on va avoir à faire face. C'est-à-dire, ça peut être un petit de 8 ans. Les petits, ils mettent 2 minutes pour être au taquet en température au niveau musculaire. Ils ont des réactions qui vont beaucoup plus vite que pour un adulte, donc ils ont besoin d'un échauffement un peu plus court. Une personne qui a déjà eu une séance d'entraînement le matin, qui a eu une séance de vidéo ou qui part travailler, qui revient juste 2 heures après faire une autre séance d'entraînement. On était à un point A au réveil, on a un point B après la première séance d'entraînement. Quand on la récupère, on sait qu'elle a déjà été sollicitée au niveau musculaire, donc l'échauffement, pareil, il sera un peu plus court. On prend tout en considération. Pareil pour un individu qui a fait des grosses séances d'entraînement, qui s'est déjà échauffé, puis on ne sait pas pourquoi, il a eu une pause, il a dû voir un coach pour discuter un quart d'heure.
il n'a pas eu d'activité, il est resté debout. Donc on fait un rappel, ça peut être juste 2 minutes d'étirement, une accélération, on repart. On adapte en permanence. Ce que je vous ai présenté, c'est une trame théorique. On adapte en permanence en fonction de cette trame et en fonction de ce qui s'est passé avant. Adaptation, maître mot. Donc une feuille de route. Donc les consignes pour après la séance et appliquer dès demain. Premier point, la pleine conscience. Je respire, je focalise mon attention sur les points clés, tous les sens pendant 1 minute. C'est très court. Respirer, penser à l'instant présent. Important. 2, masser avec un rouleau, déverrouillé par les petits exercices de mobilité. Ça peut durer 2 minutes. En tout l'échauffement que je vous mets, il dure 10 minutes. 3, activation musculaire, faire pomper. Des petits squats, des petites fentes, un petit travail au sol pour activer les fessiers et les ischios. Pareil, 2 minutes. Si on a bien sa routine en place, ça va super vite. Tout s'enchaîne bien. 4e, quelques étirements dynamiques. 1 minute, ça peut être des balanciers, donc ça dure 10 secondes. Des petits étirements dynamiques, activo-dynamiques sur les muscles qui vont être sollicités. Ça sert à rien de faire le biceps si on ne va pas se servir du biceps. 4e, des mouvements spécifiques. Étant donné l'importance de la spécificité de l'activité qui va suivre, on prend un peu plus de temps, 3 minutes, pour se concentrer et appliquer l'intensité à ces mouvements spécifiques. Si je fais du rugby, bon, ça va être des passes rugby avec des petites accélérations. Si je fais du tennis, des gammes de coups droits, de revers avec un partenaire. Enfin, action intense. Donc je potentialise tout ce qui s'est passé avant par des sprints, des petits squats si je fais de la muscu, à intensité proche ou similaire de ce qui va se passer en compétition. Donc 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 1, ça fait 10 minutes. 10 minutes et vous pouvez commencer votre compétition, votre exercice en toute sérénité. Donc si on revient à la première diapositive de Philippides, est-ce que s'il avait appliqué toutes ces consignes-là, il serait en vie à son arrivée à marathon? Et on peut l'opposer à Kenenisa Bekele. Est-ce qu'en optimisant encore cet échauffement, il pourra espérer battre le record du marathon qui est à 2h03 et passer sous les 2 heures? Donc ça, c'est la question, le dilemme. Mais comme la performance, elle est tout le temps remise en question, et comme l'entraînement est tout le temps remis en question, la performance ne cesse d'évoluer. Donc quelques incontournables sur lesquels j'ai basé ma présentation et que je vous recommande d'avoir pour approfondir vos connaissances dans ce domaine-là. Il y a des livres assez récents, La préparation physique, prophylaxie de Benjamin Delmoral. Moi j'ai aucune action dans les livres mais je vous les présente quand même parce qu'ils sont intéressants. Le guide pratique des étirements de Christophe Geoffroy. Christophe Cario, Savoir s'étirer. Et une newsletter du centre d'expertise de la performance Gilles Cometti à Dijon qui est en accès libre et qui fait toute une présentation sur l'échauffement en 2-3 pages avec à l'appui des articles scientifiques et qui est très très intéressante. Et enfin, mon groupe d'aspirants qui m'a servi de cobaye. Donc je remercie Mawen Sao et Kevin Julie que vous avez vu dans les vidéos qui ont joué un peu le rôle de cobaye sur les mouvements que j'ai pu présenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez des questions que vous n'avez pas forcément eu l'opportunité de poser dans la deuxième partie qui va suivre, ou si vous avez d'autres problématiques par rapport à l'entraînement et à l'échauffement. Merci. Sans faire d'exercice spécifique? C'est trop long, oui, c'est évident. Hein, ouais. Faut respecter, si vous voulez, une partie avant le vélo, où on va essayer de se mobiliser au niveau articulaire, au niveau musculaire, pour être dans un état optimal avant le passage sur vélo. Une fois qu'on a respecté ces étapes, donc ça peut durer 5-10 minutes à la maison, un peu plus long que ce que j'ai présenté là, on fait son activité sur vélo, mais beaucoup plus réduite. Et on essaie d'augmenter, donc ça peut être 5 minutes continues, et après 3-4 minutes où on va mettre par exemple dans la minute 1 ou 2 accélérations de 10 secondes pour faire monter un peu le cardio et avoir déjà
toutes les dispositions au niveau de son organisme pour être prêt à l'attaque de sa séance. Après, si c'est une séance continue, respecter les principes initiaux et après partir faire son échauffement à intensité constante. Voilà. Moi je parle pour une compétition, je sais pas une compétition. Ouais, c'est trop long, 30 minutes, oui. Ouais. C'est trop long, 30 minutes? Ouais, c'est trop long. Hein. Bah, nous, on nous a dit au contraire, par exemple pour un 3000, il faut au moins, je sais pas, 40 minutes d'échauffement, je sais pas ce qu'on dirait. Vous avez quoi? Échauffement 30 minutes de course? Donc Bah déjà avant un 10 bornes, c'est au moins 30 minutes d'échauffement. Non, ça, il faut... Un 3000, c'est 45 minutes, plus la distance est courte, plus l'effort est violent, et donc on nous recommande de nous échauffer plus longtemps. Alors là, je trouve que c'est beaucoup trop long, quoi. Vous risquez, en faisant ça, de perdre déjà en énergie, parce que vous commencez à taper dans vos stocks glycogène, etc. Et c'est quelque chose qui est assez long. Il faut essayer de faire un peu plus court, essayer par curiosité de raccourcir peut-être 5-10 minutes et de voir ce que ça donne. 5 minutes d'échauffement? Comment? Non, mais de 10 minutes de moins que ce que vous faites. Par exemple, si vous faites 30 minutes, déjà faites 20, vous voyez comment votre corps réagit. Après, c'est votre perception personnelle. Si vous vous sentez mieux à 30 et vos performances sont meilleures à 30, peut-être c'est que vous êtes un diesel plus, quoi. Vous mettez beaucoup de temps à atteindre votre performance. J'applique les consignes que l'on avait données. Pour moi, 30 minutes, c'est beaucoup trop long. Hein. Pour un coureur à pied, dans votre cas, je donnerais comme conseil mobilisation avant la course 5-10 minutes, 10 minutes footing maximum, et après 5 minutes on va jouer avec des accélérations et en mixant avec son activité, son intensité normale. Voilà. C'est ce que je donnerais comme conseil. Au-delà, je pense que c'est du temps perdu et voilà, je pense que vous êtes contre-performant par la suite. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'on s'échauffe mal, c'est ça. Le muscle ne monte pas correctement. L'idée de l'entraînement, c'est mon directeur de thèse qui le dit, et c'est quelque chose qui marque, c'est pas de s'entraîner plus, mais c'est de s'entraîner mieux. Donc c'est la qualité au détriment de la quantité. Au final, c'est ça la clé. Au plus on va optimiser, au plus on va être précis dans ce que l'on va faire, au plus on va être performant dans ce que l'on va mettre en application. Donc soyez peut-être un peu moins gourmand en termes de quantité, mais voilà, allez-y, essayez d'être précis dans chaque partie pour votre organisme soit prêt, quoi. Des fois en pro, ça arrive qu'on fasse 2-3 minutes d'échauffement avant une séance d'1 heure. Ça vous paraît choquant, mais 2-3 minutes, bien qu'on ait fait peut-être la muscu avant, mais quelques étirements, accélération, c'est parti.